Je commence par vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, c'est simplement un projet de recherche pour identifier des nouveaux médicaments. Okay? Avant de rentrer dans les détails, je me présente. Je vous donne une petite idée de ce que je suis, ce que j'ai fait. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez l'imaginer de mon nom, moi je suis italien d'origine, mais je suis parti aux États-Unis quand j'étais très jeune. Et donc, j'ai fait toutes mes études aux États-Unis. Donc, je suis passé de Rome à Mobile, Alabama, dans le sud profond des États-Unis. C'est là que j'ai fait mes études à Springfield College, qui est une université, une petite université, fondée par des jésuites français. Ils sont tous enterrés là. C'est vrai. Une soir, je me promenais là, dans le collège, je me suis retrouvé dans un séminaire. Et il y avait tous les noms de ces jésuites français. Donc, c'est il est revenu d'être la plus ancienne institution universitaire du sud des États-Unis. Voilà. Fondée en 1835. Je fais mon doctorat à l'Université de Michigan, à Harvard, et puis un postdoc à Yale. Et ma première position académique indépendante, c'était à Rice University, Houston. En 1997, j'ai accepté une offre d'aller à Lyon. Pourquoi? Parce que c'est une offre que je ne pouvais pas refuser. Et je suis resté à Lyon pour 7 ans à peu près. Et puis, en 2004, j'ai accepté une autre offre que je ne pouvais pas refuser pour aller à l'Université de la Colombie-Britannique. Et c'est là que je suis. Alors, voilà. Qu'est-ce que je fais? Quels sont mes intérêts? C'est bien évidemment la chimie. Surtout la chimie qu'on peut utiliser pour développer de nouveaux médicaments. Alors, à ce propos, je voudrais faire une petite parenthèse et préciser qu'un organisme, quelque chose de vivant, sans application métaphysique, c'est une collection de produits chimiques. De la bactérie la plus simple à l'être humain, aux éléphants. Je dis pas si on parle des éléphants, donc je vais les éléphants. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, là. Aujourd'hui, dommage. Dommage que le collègue parle des éléphants, je pense qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il aurait fait plaisir. Bon, donc nous sommes une collection, un ensemble de produits chimiques tels que les protéines, les lipides, les sucres, des différents métaux et d'autres choses encore. Ce sont des produits chimiques. Ces produits chimiques existent dans un organisme vivant de façon extrêmement harmonieuse. Et c'est ça qui, au point de vue scientifique, physique, ça donne la vie. Alors, tout ce qui se passe dans un être vivant, que ce soit une bactérie ou un homme, ça dépend des interactions entre ces composés chimiques. Okay? N'importe quel phénomène biologique n'est qu'une interaction entre ce composé chimique. Et alors, on peut moduler ces interactions entre composés chimiques avec des médicaments qui sont eux-mêmes des composés chimiques. Et alors, ce que j'ai fait, justement, c'est de m'occuper de la partie chimique, tout ça, l'invention de nouveaux médicaments. C'est une partie de ce que je fais. L'invention de nouveaux médicaments pour répondre à des besoins biomédicaux, pour traiter les maladies, quoi. À ce propos, une autre petite parenthèse, je voudrais montrer un problème avec les médicaments, un gros problème. Surtout, par exemple, avec les médicaments anticancéreux, mais en fait avec n'importe quel médicament. Supposons que vous avez un être humain, et disons qu'un moyen, un être humain a une masse de 60 kg. En moyenne. Il y a des gens qui sont un peu plus grands, mais quand même en moyenne. Supposons que l'individu ici, au bout d'un moment, développe une maladie. Par exemple, une tumeur. Voilà la tumeur, ce petit truc-là. Supposons aussi que la tumeur est une masse de 7 grammes. Attention, ça c'est déjà une grosse tumeur. Donc, les tumeurs commencent à créer des problèmes quand la masse est encore plus petite que ça. Mais mettons que ce soit 7 grammes. Mais si
Si la tumeur est de 5 grammes, ça veut dire que la tumeur a une masse qui est un 10 millième de la masse du patient. On est bien d'accord? Alors, le patient a développé la tumeur. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on lui donne un médicament. Par exemple, un médicament antitumoral. Donc voilà la pilule que le patient avale. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Ce qui se passe, c'est que le médicament qu'on a donné se répand plus ou moins de façon uniforme dans le corps. Un peu moins peut-être dans le système nerveux, mais plus ou moins de façon homogène dans le corps. Et voilà le problème. La plupart des médicaments vont ailleurs. Et quand le médicament va ailleurs, c'est inévitable. Vous avez des effets secondaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer, contrôler, contenir, voire supprimer les effets secondaires? Ben, il y a deux façons de faire les choses. On peut créer des médicaments qui sont plus efficaces, ou bien on peut créer des médicaments qui sont plus sélectifs, qui vont là où il faut y aller, et non pas là où il ne faut pas y aller. Et comment on fait ça? On fait ça par la chimie. On modifie la structure d'un médicament, la structure chimique du médicament, pour avoir des meilleures propriétés pharmacologiques. Et pour faire ça, il faut la chimie. Et voilà pourquoi je m'implique dans ce domaine. Comme il faut la chimie, moi je suis un chimiste, moi je peux faire ça. Je gagne ma vie en faisant la synthèse chimique. Et là, je fais ça de deux façons. Je fais des choses pour impressionner mes collègues. Je fais ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un molécule que je fais, tout ça c'est publié, pour impressionner les collègues. Mais il faut souligner que toute la technologie et le savoir-faire qu'on utilise pour faire des molécules de telle complexité, c'est exactement ce qu'il faut pour faire des molécules. Ni plus ni moins. Je me rends compte que tout le monde n'est pas un chimiste ici. Je m'excuse. On ne peut pas parler de chimie sans montrer des structures chimiques. Donc, notre bref parenthèse, ça veut dire quoi ce grillage appelé ici? Alors, ça veut dire ça. Brièvement. Alors, ça c'est un pointeur laser, c'est ça? Ça devrait marcher là. Non, tu as avancé là. Alors, j'ai avancé. Bon, mais pas grave parce que j'ai besoin de ces diapos quand même. Alors, c'est quoi le pointeur laser? C'est ça, peut-être? Oui. Alors, regardez ce que j'ai fait ici. J'ai récupéré une structure d'ici, ok? Je l'ai mis là, et voilà, le cours de chimie 101, ça veut dire quoi? Bref, donc il faut penser que la plupart des molécules qui nous intéressent dans le domaine biomédical sont composées de carbone, hydrogène, bien évidemment, oxygène, azote et soufre. O, ça c'est un oxygène. N, ça c'est un azote. S, ça c'est un soufre. Okay? Donc, ici, vous avez des polygones, des lignes un peu en zigzag. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Chaque sommet d'un polygone représente un atome. Chaque sommet de ces lignes zigzag, pareil, représente un atome. Si un sommet, par exemple cela, n'a rien indiqué, ça veut dire que c'est un carbone. Si le sommet est N, c'est un azote. Si O, c'est un oxygène, bien évidemment. S, c'est un soufre. Donc, par exemple, ici, vous avez un azote dans ce polygone hexagonal, français, si vous voulez. Carbone. Okay? Et c'est où l'hydrogène? Mais l'hydrogène n'est pas noté parce que c'est sous-entendu qu'il y a assez d'hydrogène sur tous ces atomes pour satisfaire ce qu'en chimie on appelle la valence, c'est-à-dire le nombre total de liaisons qu'on doit faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plus ou moins, c'est ça que ça veut dire. Carbone ici, azote là, carbone là. Ici, l'hydrogène est marqué pour des raisons inutiles de discuter. Alors, voilà. Les molécules que j'ai choisi de faire dans mon domaine académique, okay, je les fais parce que d'abord, ils sont extrêmement difficiles à faire. Okay? Parce que pour le faire, il faut de nouvelles technologies chimiques
que je, bien évidemment, invente pour simplifier le problème. Et la beauté de tout ça, c'est que les technologies chimiques, je peux les appliquer directement dans la recherche des médicaments pour faciliter la création de ces molécules de médicaments. Et alors, qu'est-ce que je fais à l'IMER? Alors, à l'IMER, je suis là pour un projet qui commençait suite à la découverte dans mes laboratoires de ce composé qui s'appelle l'homocitinib. Ça, c'est un médicament anticancéreux qui est actuellement approuvé sur le marché pour le vétérinaire. On traite des cancers des chiens avec ça. Ça pour le regard. Et bien évidemment, nous essayons de le développer pour des applications humaines, surtout dans le cancer gastro-intestinal, mais aussi dans des conditions non cancéreuses, telles que la maladie de Charcot-Marie et la maladie d'Alzheimer. De différentes raisons, le mode d'action de ce composé est intéressant pour ce mode. Des collègues ici sur Marseille qui ont collaboré, entre autres, au développement du masitinib, ont collaboré du point de vue biologique et biomédical. Moi, je fais la chimie. Eux, ils se sont occupés de la biomédecine. Ont découvert que le masitinib augmente l'efficacité d'un composé antitumorale qui s'appelle la gemcitabine. La gemcitabine, c'est particulièrement utilisé pour le traitement du cancer du pancréas. Pourquoi? Parce que c'est particulièrement efficace pour ça. Mais la gemcitabine et les différents médicaments qui ont plus ou moins la même structure causent des effets secondaires graves. Si on pouvait réduire la quantité de médicaments qu'on donne à un patient, ça serait très bien pour supprimer, contrôler les effets secondaires. Le mécanisme d'action du masitinib est extrêmement intéressant. Ça, c'est les collègues de Bray et Morelli, ici, l'IPC, l'Institut Paoli Calmet, qui ont découvert ça. Ils ont publié ça dans Nature. Le masitinib agit par... le masitinib accélère la vitesse d'introduction d'un phosphore sur cet oxygène de la gemcitabine. La gemcitabine est élaborée par cette enzyme et un phosphore, ce truc-là, phosphate, comme on dit en chimie, vient s'accrocher sur cet oxygène. Alors, la gemcitabine elle-même n'est pas active. Il faut que ce soit transformé en phosphate, il faut que ce soit ce phosphore-là pour que ça devienne actif. Le masitinib accélère cette étape de phosphorylation, comme on dit. Et ça augmente énormément l'efficacité de la molécule. Alors, le mécanisme d'action, c'est extraordinaire. En fait, le masitinib inhibe certains enzymes de phosphorylation, en particulier un enzyme qui s'appelle la déoxysalvine kinase, etc. Et ça entraîne des mécanismes de compensation qui, en total, augmentent la vitesse de phosphorylation de ce médicament. Le gemcitabine, c'est un médicament de ce type-là qui devient plus efficace grâce au masitinib. Il y a d'autres. Bon, en tout cas, le masi, tout seul, déjà, augmente l'efficacité de la gemcitabine entre 3 et 5 fois. Ça dépend un peu de la ligne cellulaire qu'on utilise. À Vancouver, en collaboration avec une étudiante super bien, néo-zélandaise en fait, qui a fait son doctorat en Nouvelle-Zélande. Elle était interne dans mon groupe, stagiaire dans mon groupe, pour 6 mois. On a fait des molécules qui arrivent à augmenter l'efficacité 10 fois, donc dans l'ordre qu'ils ont. Ce qu'on cherche à faire quand même, c'est d'augmenter l'efficacité entre 50 et 100 fois. Et c'est pour ça que je suis ici. On a déjà lancé le projet, on a déjà imaginé des molécules qui pourraient être utiles pour faire tout ça. Et si on arrive à trouver quelque chose de bien, mais je pense qu'on y arrivera, on peut envisager que ces nouvelles molécules seront extrêmement intéressantes, pas seulement pour le traitement, par exemple, du cancer du pancréas,
soit cancéreuses, soit virales, qui peuvent être traitées justement avec les composés semblables de la gène. Surtout dans le jargon du business, ici on appelle les analogues nucléotides. Ce sont des choses pratiquement qui bloquent, qui empêchent la production d'ADN. Okay? Et donc une cellule cancéreuse qui doit se répliquer n'arrive pas à trouver les blocs de construction qu'il faut pour faire l'ADN. Pareil, un virus qui veut se répliquer n'arrive pas à se répliquer correctement parce qu'il n'y a pas assez de matériel de construction. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Donc, je veux simplement remercier mes collaborateurs, le docteur, le professeur Dubreuil à Paoli-Calmette et le prof Xavier Morelli, aussi à Paoli-Calmette. Emma Davison est l'étudiante néo-zélandaise qui a fait les premières molécules chez moi à Vancouver, ce qui m'a justement donné l'opportunité de venir ici et participer directement à cet effort. Bien évidemment, je suis infiniment gré à l'UMERA pour m'avoir donné cette opportunité de passer ces 10 mois ici en France, à l'Institut Paoli-Calmette. Et au Canada, bien évidemment, ce qu'on a fait était possible grâce au soutien des différentes organisations du gouvernement qui soutiennent justement la recherche. Et l'Université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, c'est Emma Davison qui avait une bourse pour venir chez moi pour 6 mois. Bon, mais je vous remercie sincèrement. C'est tout. Et si vous avez des questions, on peut en parler.